Pour cette séquence, je disais en aparté avant à Jean-Paul Jandon que on reproduit la conversation au coin du feu giscardienne, mais au théâtre de Cergy. L'idée, c'est de pouvoir un peu prendre votre vision d'élus et de dirigeants territoriaux aussi pour Rémi et Amélie, sur ce grand sujet qu'on a posé sur la table, qui est celui de l'incertitude pour le Congrès. Alors en clin d'œil à Jules Verne, donc on a intitulé ce congrès Mobilis in Mobile, c'est la devise du capitaine Nemo et du Nautilus, c'est rester mobile dans l'élément mobile. Et c'est vrai que on l'a vu ce matin, on n'a jamais eu une telle intensité et une telle pluralité d'incertitudes dans le monde public et vis-à-vis de la décision publique. Et du coup, la première question qu'on peut vous poser, c'est face à cette intensification sur l'intelligence artificielle, les enjeux climatiques, les enjeux technologiques, le paysage politique. Une première question un peu vertigineuse, mais quel serait votre regard sur cette nouvelle donne de l'action publique locale? Peut-être M. Gendron. Bonjour à toutes et tous. Alors, bien évidemment, nous sommes heureux de vous accueillir à Cergy-Pontoise et encore plus à Cergy, bien évidemment. Alors, je vais vous répondre. Moi, je suis économiste de formation et quand je vais faire le parallèle avec le capitaine Nemo. Nous, on apprend qu'il faut trouver un équilibre dans le déséquilibre, parce qu'on est toujours dans le déséquilibre. Et donc, c'est ça qui, pour moi, est important, c'est de se dire que finalement, c'est toujours rechercher ces équilibres, et puis d'être, je dirais, dynamique lorsque le schéma que nous avons pu tracer est contraint par des événements extérieurs ou des événements intérieurs. Mais je pense qu'il faut toujours essayer d'avoir le cap et d'avoir une stratégie. Ce qui est, à mon avis, essentiel, c'est d'avoir la stratégie. Une fois que vous avez la stratégie, vous pouvez contourner des moments de déséquilibre, mais c'est important de garder toujours le cap. La plus grosse erreur qu'on peut faire, c'est de changer de cap en cours de route, parce que de toute façon, ça veut dire que là, dans ces cas-là, moi j'étais 4 dirigeants dans une multinationale, donc changer de cap, je peux vous dire que ça met du temps et ça coûte extrêmement cher. Et donc, vaut mieux essayer de réajuster ou de godiller, pour prendre un repère marin, que plutôt de changer de cap fortement. Alors, rester en équilibre, garder le cap et être dynamique, faut-il être un bon cycliste, Rémi et Amélie, pour être un bon dirigeant territorial? Un bon cycliste, certainement, mais je reviens même un peu avant. Quand je vous écoute, Monsieur le Président, ça m'évoque aussi l'apprentissage de la marche chez nos enfants, aux petits-enfants. Et quand on voit comment est-ce que finalement la marche, il nous le remontre bien, c'est bien un déséquilibre contrôlé, et que l'enfant, quand il apprend à marcher, il tombe 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis finalement il finit par recontrôler. Et moi, ce qui m'importe, et je trouve ça très éclairant ce que vous nous dites là, c'est bien que dans notre quotidien, ce déséquilibre, cette incertitude, pour reprendre le thème du congrès qui est là, eh bien, c'est bien ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet d'aller plus loin, c'est ce qui permet de nous réinterroger. On l'a évoqué dès l'ouverture et on retrouve cette thématique-là, ça me parle bien. Et j'aime bien aussi l'image du cycliste, parce que l'avantage du cycliste, non seulement c'est un déséquilibre contrôlé, mais en plus c'est un déséquilibre contrôlé qui permet d'aller plus vite que la marche. Et je pense que c'est aussi nos métiers, nous, de dirigeants territoriaux, donc sous la conduite et sous l'orientation donnée par nos élus, c'est comment on rend possible cette accélération de la marche pour traduire l'orientation politique en réalité concrète pour nos concitoyens et pour que l'action publique puisse effectivement gagner en efficacité. Alors, pour toi, Amélie, donc ce gros paquet de sujets sur l'incertitude, quel regard tu portes sur cette nouvelle donne? Ce que je trouve intéressant dans ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, c'est que vous avez parlé de vision. C'est-à-dire quand vous dites il faut de la cohérence, il faut pouvoir garder le cap, ça veut dire qu'il faut avoir une vision. Et c'est aussi ce que les collectivités savent faire sans doute de mieux, c'est-à-dire que le duo, le binôme élu dirigeant territorial, il va nous permettre de travailler sous l'orientation des élus sur une vision. Alors effectivement, on va godiller, on va adapter, on va chercher si la ligne droite ne fonctionne pas, on va tirer des bords. On est sur des métaphores maritimes aujourd'hui, hein, ça sera la thématique.
mathématiques. On va tirer des bords, mais on va finir par aller vers la vision et l'importance peut-être, c'est de pouvoir travailler sur cette vision, être en capacité de prendre du champ. Marie-Claude Sivanianam nous l'a dit ce matin aussi, c'est finalement aussi notre spécificité que de pouvoir prendre de la hauteur, prendre un peu de recul pour savoir où l'on souhaite aller et où l'on souhaite aller ensemble, et puis ensuite, effectivement, faire avec les multiples incertitudes auxquelles nous sommes confrontés pour pouvoir effectivement dépasser, orienter, accompagner et aller vers cette vision partagée. Donc on a le cap stratégique, mais on a aussi des décisions à prendre au quotidien. Et c'est vrai que dans ce nouveau climat d'incertitude, de manque de visibilité et de prise de risque, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous prenez vos décisions ? Je continue la métaphore cycliste. Pogačar a considéré qu'il allait gagner le Tour de France. C'est extrêmement intéressant. Et quand vous regardez comment joue l'équipe, et ça c'est un point important, joue l'équipe, c'est que finalement il s'est retrouvé par hasard, pour ceux qui suivent le maillot à poids donc, comme du grimpeur, et il a laissé son équipier le prendre pour éviter de perdre 1 heure de presse et de médias tous les soirs. Et ça, je pense que c'est extrêmement instructif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir là où on veut aller et se concentrer sur ce que l'on veut faire. Voilà, je pense que c'est un premier message important. Après, il y a toutes les incertitudes. Il y a 2 types d'incertitudes. Il y a les crises. Et les crises, il faut s'organiser en situation de crise. Et ça, je crois que c'est... Mais vous aviez un spécialiste ce matin sur le sujet, ou hier, je ne sais plus. Et il faut s'organiser pour pouvoir gérer les crises. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas forcément dans la culture de l'administration. Je trouve qu'il y a un fort... Je vais raconter une anecdote. Quand j'étais à Orange, faille de sécurité sur Livebox. Et donc le 15 août, avec à l'époque c'était Stéphane Richard, on était en situation de crise, 15 août, en pleine période de vacances, un 15 août en plus, situation de crise pour dire voilà toutes les actions à mener et comment on arrivait à mobiliser tout le monde. En 10 jours, on a réussi à faire que la faille que nous avions ait été sécurisée. Et je pense que ça, c'est un premier point important. C'est comment on arrive en crise à s'organiser. Et moi, je trouve qu'on reste quand même très vertical, et qu'on a du mal, je dirais, à faire qu'à un moment donné, tous ceux qui doivent participer se mettent ensemble. Donc ça, c'est le point. Puis après, il y a les petits sujets qui, de mon point de vue, normalement ne me remontent jamais. C'est le principe de base. C'est que ça ne doit pas me remonter, c'est-à-dire que ça doit être traité, je dirais, au niveau que ça doit être traité. Parce que la deuxième chose qui est pour moi importante, c'est qu'on traite les sujets au bon niveau. Ça ne sert à rien de remonter au maire ou au président sur des trucs qui sont très opérationnels des fois, et que ça ne sert à rien que ça remonte au DGS également. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir ce que j'appelle la procédure d'escalade. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez au niveau, il y a un chef hiérarchique, et que ça doit remonter s'il y a des accords. Voilà. Vous voyez, donc il y a 2 façons de gérer la crise, et je pense que ce n'est pas du tout la même façon, mais ça suppose de toute façon, et ça c'est un point important, alors c'est un peu la rapidité. Alors je peux vous dire que le problème que j'ai, c'est que j'envoie tous mes mails entre 6h et 8h du matin. Voilà, donc ils le savent. Je ne demande pas de réponse. Mais voilà, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à pouvoir traiter rapidement, qu'elle soit une crise forte ou une crise minime. Je pense que c'est la rapidité d'exécution qui fait que finalement, cette crise, elle passe plus ou moins bien. Peut-être en complément sur la prise de décision, 2 éléments. Il y a la prise de décision de court terme et la prise de décision de long terme. Et les conséquences et les modalités de cette prise de décision sont quand même assez différentes. Pour moi, quel que soit le type de prise de décision, il y a 2 points importants. Il y a la cohérence.
C'est-à-dire que finalement les prises de décision doivent être en cohérence pour être comprises, pour pouvoir avancer aussi, pour que ensuite ceux qui ont à mettre en œuvre la décision finalement les comprennent. Et puis de manière corrélative, la communication. Pourquoi on a pris telle décision, dans quel contexte, qu'est-ce qui a amené à cette prise de décision, et c'est la meilleure façon effectivement de permettre de naviguer dans ces incertitudes-là, c'est-à-dire dans cette situation-là, pourquoi j'ai pris cette décision, comment je l'ai prise et où on va. Et ça, c'est des points, en tout cas, moi, que je m'attache à communiquer de manière vraiment systématique lorsque je suis en prise de décision. Et peut-être, alors Rémi, je ne sais pas, Rémi ou Monsieur Jandon et Amélie, est-ce que vous avez déjà eu une décision qui vous a fait trembler? Je sais que beaucoup de nouveaux élus, quand ils prennent leur premier mandat, ont le vertige de certaines premières décisions. Voilà, moi, j'ai eu une expérience en département, et les premières décisions sur l'enfance, notamment les présidents de département, c'est toujours des moments un peu mémorables. Alors, ce qui m'a fait trembler, la Covid. Là, je peux vous dire, à un moment donné, quand vous vous retrouvez, parce que tous ceux qui ici ont vécu ce moment-là en collectivité territoriale, c'est que l'État nous disait ça arrive, on ne voyait rien arriver, et que nous, il fallait qu'on gère sur le terrain. Et ça, je peux vous dire que ça a été une période extrêmement complexe à gérer. Et quand ça vous arrive et que vous voyez parce que moi je recevais le nombre de morts tous les jours, quand vous voyez le nombre de morts qui comme ça monte chaque jour, et là vous vous dites, ouais, là il y a un vrai sujet. Et donc ça a été une hyper mobilisation des services et aussi des habitants. Et moi je peux vous dire qu'il n'y aurait pas eu les collectivités locales à ce moment-là, il n'y aurait pas eu les habitants à ce moment-là. Je pense qu'on aurait vécu une crise dramatique. Et ça, on l'a un peu oublié. Et quand on avait les agents en première ligne qui étaient présents pour nous permettre finalement de faire que la vie, même modérément développée, puisse continuer, c'était extrêmement important. Donc ça, c'était... Moi, je peux vous dire, cette courbe, je suivais... Alors, ceux qui me connaissent un peu, j'avais fait des extrapolations mathématiques de la courbe en me disant, oulala, si ça continue, ça voilà. Et donc je faisais des projections toutes les semaines de savoir si j'allais enfin avoir le point d'inflexion. Et est-ce qu'on serait mieux préparé aujourd'hui? On a fait à la ATF des retours d'expérience de cette période de crise. On a fait des constats un peu durs aussi sur le fonctionnement du couple maire-préfet, de la situation de l'État. Est-ce que vous considérez que désormais tous ces sujets sont derrière nous? Mon avis personnel, non. Je veux dire, on a vécu la crise depuis... moi, je pense que je n'ai pas vécu une réunion avec le préfet pour se dire on se prépare à une crise. Bon, pour parler clairement, et ce n'est pas la faute du préfet. C'est que c'est pas dans la culture. C'est pas dans la culture. Là, on a vécu une mini-crise qui est la crise climatique, et qui va s'accentuer dans les prochaines années. Très clairement, je pense qu'on n'est pas prêt. Et puis il y a une autre crise, alors vous allez me dire que je suis un peu... mais comme il faut tout envisager, on a quand même en Europe la guerre, et j'ai posé à la fois à la ville et à l'agglo, qu'est-ce qui était prévu en temps de... Si par malheur, on avait des drones qui arrivaient, et nous, si on est sur un territoire tel que on sera une cible évidente. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Je peux vous dire qu'on a demandé au préfet, tout ça. Je pense que j'ai été dans les pays nordiques. Quand vous allez en Norvège, je peux vous dire, quand vous allez en Suède, j'ai été aussi en Estonie, je peux vous dire qu'eux, ils sont prêts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait que la population, puisqu'à la fin, c'est la population, comment on l'aiguille, quels sont les souterrains qui permettent de se protéger. Tous ces aspects-là, très concrets, aujourd'hui, je peux vous dire, nous ne sommes pas prêts. Moi, je considère qu'on n'est pas prêts. Rémi, Amélie, on est Peut-être prêts? en complément, j'ai la chance de travailler dans un département qui dispose d'une mission de prévention des risques.
C'est un modèle un peu particulier, je ne l'ai pas vu forcément ailleurs, et dont la mission est précisément, alors pour la collectivité, mais du coup en lien avec la préfecture, d'élaborer un travail de prévention des risques, de participer aux exercices de gestion de crise, et donc de se mettre en situation, et y compris de mettre les services en situation d'être en capacité de réagir à des situations d'urgence. Par exemple, à l'agglo, on l'a monté. Mais à un moment donné, quand je vous parle, imaginez-vous, demain, il y a 500 drones qui tombent sur la France. Non, mais c'est un exercice que nous n'avons pas effectivement oui, mais parce qu'on n'avait pas ça en tête. Personne n'avait ça en tête. Parce que tout le monde pensait qu'en Europe, on ne connaîtrait plus la guerre. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je peux vous dire, je ne suis sûr de rien. Et donc, comment on se prépare finalement à des crises que nous n'avions pas l'habitude d'avoir? C'est ça la question que je me suis posée. Et donc j'ai demandé notamment à la ville, à quelqu'un, de regarder avec la préfecture et tout ça, pour travailler sur cet aspect-là, parce qu'à un moment donné, c'est encore une nouvelle fois le maire qui sera en première ligne. Ça sera lui de dire, attendez, dans tel quartier, vous allez à tel endroit, dans tel autre... Voilà, c'est très concret. Pour toi, Rémi? Oui, moi je ne sais pas répondre à la question des drones. Par contre, si je regarde un peu dans le rétroviseur, je pense qu'on a progressé sur 2 points. On a progressé sur notre capacité à développer une vision systémique, parce qu'on a pris conscience que très longtemps dans la territoriale, c'est l'expertise qui a fait la promotion, et qui fait que plus j'étais expert de mon domaine, plus je grimpais, et que finalement, dans beaucoup de directions générales, il y a 20 ans, on avait des hyper-experts qui, chacun de leur domaine, savaient faire. Par contre, le côté systémique, donc le côté comment est-ce qu'on vient assembler l'ensemble des expertises dont on a besoin par rapport à une crise particulière, c'était très compliqué. Et je pense, et c'est aussi pour moi une de mes parce que je parle à un public d'administrateurs, je pense que ça a été vraiment une prise de conscience, et moi c'est vraiment ce qui a changé, moi dans ma vision, le fait de devenir administrateur, c'est de comprendre que finalement c'est pas mon expertise intrinsèque qui était importante, c'est ma capacité à assembler l'expertise des autres. Parce que devant une crise inédite, si on prend, c'est pas l'addition des expertises de chacun qui va permettre d'avancer, c'est la manière dont on croise nos regards pour trouver ensemble la meilleure solution. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est dans le corps social qui est une collectivité. Moi aujourd'hui, je m'y attache dans le côté où je suis passé. Moi, je suis ravi d'avoir des collègues administrateurs expérimentés en direction générale. Je suis ravi d'accueillir, et certains sont ici, des jeunes administrateurs qui, en début de carrière, viennent aussi occuper des postes moins prestigieux, mais malgré tout qui apportent aussi cette touche systémique, transversale, qui vient vraiment fluidifier les relations pour être mieux prêts collectivement. Et le deuxième élément que je voudrais rajouter, c'est par rapport à des cycles, parce que c'est en ce moment les derniers jours pour candidater, par exemple, au cycle au CHESP, le cycle des études du service public. Moi, vraiment, cette avancée que je trouvais extrêmement intéressante, d'avoir un cycle commun aux 3 versants, sur laquelle de gens de bon niveau, sur lesquels on travaille ensemble, y compris dans les sous-sols de l'école militaire de Paris, sur la gestion de crise interministérielle sur laquelle on y travaille, c'est comment est-ce qu'on vient aussi apporter notre diversité et se rendre compte que finalement, devant tous les scénarios qu'on nous donne dans cette cellule de crise par les mêmes personnes, d'ailleurs, qui sont ceux qui vont animer les cellules de crise interministérielles en réalité lorsqu'elles arrivent, eh bien, on se rend compte que même nos collègues de l'État se rendent compte que d'avoir dans l'équipe des territoriaux, d'avoir aussi quelques hospitaliers, eh bien, on ne réfléchit pas de la même manière. Et ce qui permet de dire que cette complémentarité, c'est essentiel. Et je pense que pour le coup, la crise Covid, parce que vous l'avez cité, ça a été une prise de conscience, de dire que tant qu'on était chacun dans son couloir de nage, finalement, on s'opposait les uns les autres. Et on a tous vécu des périodes absolument terrifiantes sur des réquisitions de masques sur les aéroports, où on se piquait les masques des uns des autres. Enfin, c'était absolument terrifiant. Maintenant, je trouve que des cycles comme le CHESP permettent justement que chacun comprenne finalement comment est-ce que pour que l'action publique fonctionne, il faut qu'on arrête d'opposer les uns aux autres, et il faut que l'intérêt général, l'intérêt public, transcende effectivement ces oppositions-là, et qu'on apprenne à travailler ensemble parce qu'on est complémentaires. Et c'est vrai pour une crise comme le Covid, c'est éminemment vrai sur la transition écologique absolument indispensable, et que tant qu'on ne sera pas ensemble à travailler de manière cohérente pour qu'aussi bien à l'État, à l'hospitalier, en territorial, tous ceux qui concourront au service public, on
on crée un écosystème public favorable pour entraîner derrière nous également l'ensemble de la population, on ne sera jamais efficace. Voilà, donc c'est vraiment donc moi je suis assez confiant, c'est mon côté aussi optimiste, pour me dire on n'est pas prêt, je le concède. Néanmoins, je pense qu'on a aujourd'hui des moyens d'avancer que nous n'avions pas il y a 5 ans, que nous n'avions pas il y a 10 ans. Alors, on s'est parlé ce matin gestion de crise, résilience. Cet après-midi, on se parlera retour du plan, de la planification. Comment est-ce qu'on prépare, au-delà des services publics et des équipes, comment est-ce qu'on prépare les territoires aux crises qui ne manqueront pas de nous frapper demain, sécheresse, canicule, tous les événements extrêmes qu'on voit même en ce moment dans l'actualité. Est-ce que, particulièrement sur l'agglomération, sur Cergy, vous avez déjà mis en place les conditions de la résilience territoriale ? Alors oui, on fait bien évidemment des choses, hein, puisqu'on a un PCS qui a été réalisé, donc voilà, donc ça fait partie des choses. Le point, il est, et c'est toute la difficulté, c'est il y a ce qu'on marque sur un document, et puis la réalité la réalité du document, quoi. Et c'est ça qui, je pense que si on devait, c'est comme un peu les essais incendie. C'est-à-dire que pour l'instant, nous, on est au document et ça serait bien qu'on fasse des tests, je dirais, en grandeur nature sur une situation, même si c'est pas... Moi, j'ai vécu ça, je vous donne un exemple. Attaque terroriste, pour ceux qui sont venus à RER, à la gare préfecture. Le préfet appelle à 2h du matin la ville, donc normalement, il y avait quelqu'un d'astreinte qui n'a pas répondu, bien évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On appelle le maire et je me retrouve à 2h du matin en train de gérer avec le préfet une situation d'attaque terroriste. Ben ça, je peux vous dire que ça, voilà, vous avez pu marquer tout ce que vous voulez sur un document. Là, à ce moment-là, vous vivez en direct et ça, c'est retour d'expérience. Est extrêmement important. Donc, moi, je trouve que ce qui nous manque aujourd'hui, peut-être, c'est de faire finalement des simulations, mais pas simplement agglomération. Il faudrait qu'avec le préfet, avec le SDIS, avec bien sûr la police, qu'on puisse, et tous les acteurs sociaux, qu'on puisse faire des retours d'expérience comme ça, qui nous permettent de faire que notre plan de crise puisse être véritablement opérationnel. Peut-être en complément, effectivement, il y a tout ce qu'on va écrire, je vous rejoins tout à fait. On va prévoir des schémas, on va prévoir des règles, des process, qui en situation ne vont pas fonctionner, soit parce qu'effectivement le cadre d'astreinte ne va pas décrocher, soit parce que la crise telle qu'on l'avait prévue ne se déroule absolument pas comme on avait pu l'imaginer, soit parce que c'est une crise sanitaire d'une ampleur telle qu'on n'avait même pas pensé qu'elle puisse avoir lieu de cette façon-là, ou alors on l'avait pensé, mais on s'était dit que finalement, avoir des stocks de masques, c'était moins prioritaire que d'autres sujets. Enfin voilà, c'est tous les aléas humains et de nos orientations d'action publique qui font que devant la crise et devant la réalité de la crise, la planification est nécessaire, l'entraînement est nécessaire et l'interconnaissance est essentielle. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cadre d'entraînement sur des schémas, sur des modélisations de crise, mais aussi sur du lien quotidien. Dans le retour d'expérience auquel tu faisais référence, Clément, ce qui a été assez frappant, j'avais eu l'occasion d'y participer, c'est de se rendre compte que d'un territoire à l'autre, selon l'interconnaissance qui existait entre les acteurs, selon la fluidité de la relation et du lien qui préexistait à la crise, on n'a pas du tout eu les mêmes vécus sur les territoires, parce que finalement, là où on savait travailler ensemble, les uns et les autres ont su faire les pas de côté qui étaient nécessaires pour s'adapter à la réalité de la crise. Et donc, c'est des choses qu'il faut absolument cultiver hors période de crise. On pourrait se dire on est en crise permanente, c'est compliqué. Mais pour autant, voilà, il faut se dire, ces sujets-là, il ne faut pas attendre d'être dans la crise pour les développer. Ces liens-là, il ne faut pas attendre d'être dans la crise pour les développer. Et sur des enjeux plus de planification territoriale et urbaine, alors on reçoit tout à l'heure le haut commissaire à la stratégie et au plan, l'ancien secrétaire général à la planification écologique. Est-ce que du coup on y croit à la planification nationale? Et est-ce que la planification locale, elle ne nous permet pas de répondre déjà à certains enjeux? Alors moi je crois aux deux. Je crois aux deux. Je reste persuadé la plus grosse erreur, c'était de supprimer la DATAR. Je vous le dis, hein, je pense qu'aujourd'hui nous avons besoin d'une planification de l'aménagement du territoire.
Sinon, on est en train de créer une France à multiples vitesses et avec un niveau d'archipélisation qui est extrêmement inquiétant. Je veux dire qu'on ne s'étonne pas que l'extrême droite monte. Hein. Je veux dire, globalement, on comprend pourquoi. Et vous êtes ici à Cergy, à 10 km, vous avez des gens qui votent à plus de 50% extrême droite. Je vous explique pourquoi. Ruralité, pas de transport en commun, pas de commerce, quasiment plus d'école. Voilà, donc, je veux dire, à un moment donné, ces personnes ne comprennent pas qu'ils soient obligés de prendre leur voiture. En plus, bien sûr, on augmente le carburant et on fait des ZFE. Je veux dire, on est dans une situation qui est complètement contradictoire. Ce qui veut dire qu'il faut, de mon point de vue, et je l'ai écrit et ça va être publié prochainement, le phénomène de métropolisation, je suis désolé parce que je crois qu'il y a des gestes de métropole, mais j'en ai vu un déjà, là, c'est une vraie erreur d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que vous êtes en train de concentrer l'ensemble des ressources sur un même endroit. Et après, on va me parler de transition écologique, on va me parler de transition économique. Très concrètement, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Comment on fait des pôles multifonctionnels, je dirais, avec de l'activité économique, de l'emploi, du commerce. Et ça, c'était à l'époque de la Datar. Hein, je veux dire, la ville nouvelle ici est issue de cette réflexion. Je reste persuadé qu'il faut complètement revoir. Donc, la planification, à mon avis, d'aménagement du territoire est essentielle. Parce qu'on le sait tous, hein, je veux dire, à un moment donné, tous les territoires sont en compétition. D'accord ? Quand il y a une grande entreprise... oui, non, mais quand il y a une grande entreprise qui dit... C'était le sujet de notre congrès 2024. D'accord, voilà. Quand une grande entreprise vous dit je vais m'installer, je vous passe les détails, tout le monde est plus beau que le voisin d'à côté. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même le premier point. Et puis après, il y a nécessité d'une planification locale. Nous, on travaille à l'Aglo, j'ai demandé à ce qu'on travaille sur Cergy-Pontoise 2040. D'accord ? De se dire, voilà, en 2040, c'est quoi l'agglomération ? Mais on ne se limite pas à l'aménagement du territoire. C'est quelles sont ces structures administratives ? Est-ce qu'on les fait bouger ? C'est quand même toute une réflexion qui est bien plus large. Et ça nous permet à ce moment-là de faire un rétrofit qui nous permet de dire, voilà, si en 2040 je vais arriver là, voilà ce que je dois faire dans les 5 prochaines années. Et ça, moi je fonctionne énormément comme ça. Donc, j'ai été directeur de la stratégie dans un grand groupe, donc quand vous êtes directeur de la stratégie, c'est comme ça que vous essayez de comprendre dans votre proximité quelle va être l'évolution à 10-15 ans. Ça sera obligatoirement faux. Mais à la fin, je pense qu'une bonne partie des orientations que vous allez prendre seront les bonnes. Rémi, quoi qu'il arrive, il faut avoir un plan. Moi, je voudrais revenir sur le thème de l'an dernier qui était comment on passe du coup de la compétition à la coopération entre territoires. Je vois l'intérêt effectivement qu'il y ait une planification pour qu'on organise davantage comment est-ce qu'on organise cette coopération et que finalement c'est pas, on voit bien en éducation, nos enfants sont pas tous les mêmes, donc comment est-ce qu'on arrive avec les territoires qui sont différents, comment on arrive à les agencer. Et après, moi, ce qui me paraît essentiel ensuite pour avancer, c'est bien l'aspect local. Je prends une initiative récente sur le territoire ici, puisque nous sommes fiers du territoire dans lequel nous travaillons, en tout cas dans lequel je travaille. Nous avons une initiative pour avoir un consortium sur la prospective des acteurs publics, universités, agglomérations, départements et autres, pour dire finalement quel est l'avenir, quels sont les avenirs souhaitables qu'on imagine en 2040, en 2050, et du coup d'essayer, alors on est au début de la démarche, mais finalement pour arriver au résultat attendu, quelles sont les conditions nécessaires pour y arriver. Et ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est cette réflexion, on l'amène, acteurs publics locaux ensemble, encore une fois, le département, les communes, l'agglo, l'université, pour justement, et les SEC, puisqu'on a la chance aussi d'avoir un petit fleuron juste à côté d'ici, comment est-ce qu'on travaille ensemble pour justement imaginer ces avenirs possibles et comment est-ce que on se met en position de coopération entre nous pour arriver à définir les conditions nécessaires pour arriver à cet avenir souhaitable. Voilà, donc je pense que c'est vraiment la coopération entre territoires est pour moi le complément nécessaire à la planification. La fin de la compétition
définitivement. Peut-être une dernière question pour laisser de la place aux questions de nos collègues. Une des incertitudes et du manque de visibilité en ce moment, c'est le paysage politique national et une part du cap possible au niveau national. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde politique et public local, c'est le pôle stabilité de la République française? Alors, les maires font partie du personnel politique qui est encore apprécié par nos concitoyens. Avec un vrai sujet, est-ce que c'est lié au fait qu'il y a une proximité extrêmement importante? De tête, hein, je crois qu'il y a 34 000 communes de moins de 10 000 habitants sur 35 000. Est-ce que c'est ça qui fait, je dirais, le fait qu'il soit extrêmement apprécié? Si c'est ça, ça a un coût extrêmement important. Et donc, est-ce que nous, on est prêt à supporter le coût, je dirais, de cette hyper-proximité? C'est un vrai débat. Et vous voyez dans le domaine des hôpitaux en ce moment les débats qu'il peut y avoir, hein, sur la fermeture ou pas des petits établissements qui étaient de proximité. Voilà, question. Sur le paysage politique, le problème qu'on a, c'est que si on regarde bien, jusqu'à maintenant, depuis un certain temps maintenant, l'élection présidentielle fait qu'on a des présidents parce qu'on a voté contre celui qui était avant. Et donc, c'est globalement pas un projet. Et c'est ça le vrai sujet. C'est que moi, je considère aujourd'hui il y a des projets, mais je considère qu'on n'était pas dans des vrais projets de société comme on avait à un moment donné. Et que la partie, même si elle est nécessaire, la partie financière et technocratique a pris le dessus par rapport à une vision politique, je dirais, de la société. Et ça, je pense que c'est le plus grand problème que nous avons aujourd'hui. Et après, je le dis, hein, si même moi, je me trompe encore sur les compétences des uns et des autres, hein, des différentes strates. Moi, je veux dire que s'il y a une première chose à faire, c'est d'éliminer un certain nombre de strates. Alors, en plus, quand vous êtes en Île-de-France, on a rajouté une supplémentaire. C'est impossible. C'est impossible de continuer comme ça. Moi, je pars du principe que, normalement, la logique voudrait des compétences dans une strate, un impôt dédié à ces compétences et une représentation démocratique liée à ces compétences. Je veux dire, si on arrivait à ça, je peux vous dire que déjà, ça serait extrêmement bien. Mais en disant ça, je remets en cause le principe de base de tout notre système, qui est de dire une commune a toutes les compétences. Vous voyez l'impact que ça peut avoir d'un point de vue même de notre Constitution. D'accord ? Et ça, malheureusement, moi je suis persuadé que nous serons obligés d'y arriver. Nous ne pouvons pas continuer avec le système, le millefeuille tel qu'il est aujourd'hui. C'est impossible. Et je reste persuadé que... Alors, il y a un rapport qui dit qu'on peut gagner 7,5 milliards hein, si on commence à jouer sur les compétences. Alors, je n'ai pas regardé l'évaluation financière. Cela dit, je peux dire que vis-à-vis de nos concitoyens, puisque c'est ça qui est pour moi important, on a intérêt à ce que les choses soient nettement plus claires. Je vous ai lancé les débats. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Rémi, Amélie, je vous propose peut-être qu'on fasse un vote à main levée sur la strate qu'il faut supprimer. Comme ça, on règle le sujet aujourd'hui. Et peut-être pour poursuivre la conversation au coin du feu. Attendez, je vais vous dire, le problème, c'est qu'il faut sortir de l'uniformité en France. Parce qu'on l'a fait en dehors de la France, en dehors de la métropole. D'accord ? Parce que vous regardez aujourd'hui, les statuts sont quand même de plus en plus... même sur la Corse, on arrive à bouger. Mais je pense qu'il faut faire la même chose au sein de la métropole. Et il y en a un qui l'avait très bien fait, c'est Gérard Collomb, qui avait commencé à expérimenter quelque chose, même si après on peut avoir des débats sur ce qu'il a fait. Voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête d'avoir la même chose partout, parce qu'on est des territoires différents et qu'il faut prendre en compte ces différences.
Je propose qu'on poursuive la conversation au coin du feu en prenant des questions des Françaises et des Français chez eux. Est-ce qu'il y a des questions pour Jean-Paul Gendron parmi vous? Moi j'en ai, mais... Ce ne sera pas vraiment une question, mais comme apparemment personne à l'heure de la sieste post-prandiaque est prêt à se jeter à l'eau et que le président a raté mon intervention de ce matin, je ne vais pas la refaire, je vous rassure tous, mais je voudrais dire 2-3 choses sur le volet gestion de crise et coopération. La première, c'est que la France a cru pendant 70 ans que la sécurité sociale et la bombe atomique nous protégeaient de tout. Force est de constater que ça n'a pas empêché les attentats ni la Covid de pénétrer sur le territoire. Il faut donc qu'on se comporte autrement. Deuxièmement, l'État, et j'en parle aujourd'hui à son cœur puisque je suis dans le service du Premier ministre, a aussi longtemps considéré que lui savait et qu'il allait pouvoir conduire les politiques de sécurité civile et de protection des populations. Ce temps est révolu. Et nous savons, dans un monde incertain, qu'il faut revoir les choses complètement, comme je l'ai dit ce matin, y compris dans la communication. Tu évoquais, Jean-Paul, les plaquettes nordiques ou ce qui est fait pour la population. Nous allons le faire à la rentrée. Il y a donc une évolution complète. Sur la planification, ce qui a été dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'était le président ou l'un des deux vice-présidents de l'ASSO, une crise ne se passe jamais comme on l'a prévu. Sinon, ce n'est pas une crise. En revanche, une crise mal préparée se passe toujours mieux qu'une crise pas préparée du tout. Et une crise, même mal préparée, c'est une crise qui a été planifiée, c'est-à-dire qu'on a des fiches réflexes et qu'on s'est entraîné avec l'ensemble des acteurs, ça va des collectivités territoriales, à l'État, aux SDIS, aux associations locales, sécurité civile ou autres, parce qu'il y a d'autres associations qui peuvent aussi être utiles, qui doivent se connaître et travailler ensemble, et avoir l'honnêteté de pratiquer ensemble les retours d'expérience après les exercices, parce qu'un plan qui n'a pas été exercé, c'est pas un plan, c'est un document littéraire. Voilà, je pense que les quelques principes que je viens de dire là suffisent à voir l'évolution qui est en train de se passer. Je termine par un point qui est la deuxième priorité de la stratégie nationale de résilience qui sera publiée à la rentrée. Elle est autour de la problématique de l'engagement. C'est-à-dire qu'on constate à toute crise, que vous preniez les images de Valence ou les images du Pas-de-Calais, les citoyens s'engagent quand il y a une crise. Parfois tellement d'ailleurs qu'on ne sait pas quoi en faire. Et donc, plutôt que d'attendre qu'ils se mobilisent au moment où il y a une crise et de se retrouver débordés par l'afflux de volontaires pas forcément formés, etc., toute la question est comment peut-on anticiper, comment est-ce que les réserves communales de sécurité civile, comment est-ce que la Croix-Rouge, la protection civile, les SDIS peuvent recueillir d'ores et déjà les bonnes volontés, les former, avoir une sorte de vivier par compétences repérées sur le territoire qui seront utiles le moment venu. Et ça, c'est un défi qui ne peut pas être relevé par l'État. C'est-à-dire que l'État a l'habitude de gérer ses réserves opérationnelles. 80 000 militaires de réserve, on les a, ce n'est pas le sujet. Mais sur le territoire national, considérant que ces armées peuvent être engagées sur un front à l'Est, Jean-Paul, je rejoins ta préoccupation dans cette analyse, c'est possible. Autant avec la protection nucléaire, il est peu probable qu'on soit bombardé, autant le fait que nos armées soient engagées un peu à l'extérieur est tout à fait possible. Et alors à ce moment-là, nos forces étant consacrées à l'extérieur, que se passe-t-il sur le territoire national? Eh bien, si nous n'avons pas repéré en amont, et si nous n'avons pas organisé et structuré ces réserves, alors nous serons fragiles. Merci. Est-ce qu'il y a une autre demande de prise de parole ou de question? Alors peut-être pour conclure, est-ce que vous auriez, sur ces enjeux de l'incertitude, du manque de visibilité, un conseil pour les collègues, et notamment peut-être les élèves administrateurs qui prendront leur poste demain et qui prennent tout conseil en ce moment?
Non, j'ai une question à vous poser. Finalement, c'est puisque la loi va évoluer, puisque vous êtes, a priori, aussi responsable maintenant que les maires ou les présidents d'agglo, d'un point de vue juridique. Comment vous vivez ça Non mais voilà, à un moment donné, c'est bien, parce que les élus, on ne va plus être les seuls dans cette histoire. Et comment vous vivez ça et comment comment vous le managez à l'intérieur, alors à la fois avec vos équipes, mais surtout avec l'élu. Amélie, Rémi. Je vais me lancer. Merci pour cette question. Effectivement, c'est un nouveau risque, c'est une nouvelle zone d'incertitude pour nous, pour les cadres dirigeants, mais pas que, parce que la jurisprudence nous montre aussi que c'est à différentes strates que le sujet peut se poser. On a plusieurs façons d'y faire face. Alors on a un certain nombre de revendications et de messages que nous portons en termes de protection de nos collègues. On a des sujets assurantiels, mais au-delà de ça, on a un sujet d'organisation et de sécurisation de nos organisations, c'est-à-dire grâce finalement aux jurisprudences, on commence à pouvoir dessiner le paysage du risque. Et donc face à ce paysage du risque, c'est comment nous, on impulse au sein des organisations une mesure et une maîtrise du risque et la formation des professionnels face à ces risques. On a tout à l'heure un de nos partenaires qui listait un peu la typologie des risques autour des ressources humaines, autour des finances publiques, autour d'un certain nombre de prises de décision. Donc on peut, dans une certaine mesure, poser et assurer un certain nombre de règles au sein des collectivités pour limiter le risque. En revanche, et ça je pense que c'est important qu'on le partage, et on le partage avec les élus, le risque est inhérent à nos fonctions. Parce que, on le disait tout à l'heure, les crises, les situations complexes, elles sont imprévisibles, elles se présentent sous des formes qu'on n'a pas forcément anticipées, et elles nous amènent à faire des pas de côté, elles nous amènent à devoir prendre parfois des décisions qui sont des prises de risque. C'est dans ce cadre-là, effectivement, que cette question peut se poser, c'est finalement comment, dans le dialogue qu'on peut avoir avec les juridictions financières, on peut travailler sur l'imprévisible et le pas de côté nécessaire dans ces situations imprévisibles. C'est là, à mon sens, aujourd'hui, qu'on a encore une très très forte zone d'incertitude, malgré tout ce qu'on pourra mettre en place en termes de garde-fous et en termes de garanties et d'organisation interne. Pour compléter, effectivement, l'inquiétude que nous entendons et qui me paraît une inquiétude qui peut être fondée, c'est déjà un nouveau risque, qui est un risque d'immobilisme, parce que quand on est tous responsables et responsables sans trop savoir de quoi, ni comment, ni à quel moment ça peut arriver, finalement, la meilleure manière de se protéger, c'est de ne rien faire. Et je pense que si on arrivait là, ça serait un échec collectif, ça serait un échec grave, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'immobilisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le service public n'est plus rendu ou n'est plus rendu à la hauteur des attentes de la population. Donc je pense que c'est vraiment pour ça que c'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps, parce qu'il ne faut surtout pas tomber dans l'immobilisme. Et c'est dans ce dialogue aussi entre les élus et nos cadres dirigeants que ce risque d'être pris en compte, parce qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt ni de l'élu, ni de nos cadres dirigeants de tomber dans ce travers-là, que pourrait nous inciter une vision trop prudentielle pour se dire dans toute la zone de flou, finalement, on contourne toute la zone de flou et donc on ne fait plus rien, quoi. Donc c'est ça le premier sujet. Je voudrais rajouter un deuxième élément qui me paraît essentiel, c'est que peut-être que dans nos collectivités, on a progressé, mais pas encore assez. On a beaucoup appris justement avec les crises successives. C'est que finalement, cette gestion du risque, ce n'est plus un service dédié, une équipe, une mission qui travaille sur la gestion du risque. C'est bien aujourd'hui au centre de nos politiques managériales communes. Et donc aujourd'hui, et c'est un peu ce que font la plupart de nos collègues quand on les entend dans leur collectivité, c'est comment on diffuse cette culture du risque dans toute la collectivité pour que chacun puisse mesurer dans son périmètre quels sont les risques qui peuvent survenir et quelles sont les bonnes pratiques, les bons procédés, les bonnes mesures de contrôle interne qui permettent de les prévenir. Et je termine, parce que c'est un des sujets sur lesquels, dans nos discussions avec certains magistrats, on a parfois un peu de difficultés, c'est que ce qui nous paraît très embêtant, c'est qu'on revienne en arrière sur la définition de l'erreur et de la faute.
Aujourd'hui, on a passé beaucoup de temps à dire attention, toute erreur n'est pas une faute. Une erreur répétitive devient une faute, quoi. Et donc, ce qui veut dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on reconnaît ce droit à l'erreur quand on a ce risque de dire peut-être que l'erreur, si je suis pris une fois en excès de vitesse et que je dis aux gendarmes c'est une erreur, d'habitude je roule moins vite, ça ne marchera pas. Par exemple. Et donc, du coup, le principe, c'est bien de dire aujourd'hui, nous, dans nos pratiques professionnelles, c'est pas un sujet aussi binaire. Et donc, comment, dans nos collectivités, on encourage réellement le fait de dire aujourd'hui une erreur qui est exprimée, qui est réfléchie. Aujourd'hui, on peut assurer à l'agent qui nous dit j'ai fait une erreur, qui ne sera pas sanctionné, et voire même qu'on considère que le fait d'avoir repéré ce dysfonctionnement, cet événement indésirable, si je parle en langage qualité, comment le fait de l'avoir identifié, au contraire, c'est encouragé. Et c'est encouragé, et certaines collectivités, et même dans l'hospitalier, c'est aussi des règles que certains hôpitaux se sont donnés pour dire aujourd'hui, on garantit la protection de celui qui exprime qu'il a fait une erreur. Quel est l'intérêt? C'est quand on exprime l'erreur, ça veut dire qu'on met aussi une culture du retour d'expérience, du rétex en manière habituelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'erreur, on en fait quelque chose. L'erreur, on la regarde, pourquoi elle s'est produite, comment, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle ne se renouvelle pas, qu'est-ce que ça indique comme manque de formation, qu'est-ce que ça indique comme faille dans nos procédures, et qui fait que l'erreur, elle doit venir quelque chose qui est positif, ce qui nous permet effectivement de mieux s'améliorer. Et moi, globalement, ce que je reconnais dans nos collectivités, en tout cas dans les Maines actuellement aussi, c'est que, si je prends encore à Cergy, nous avons eu le 24 juin un blackout électrique qui a duré jusqu'à 20 heures, ce qui était au-delà, et puis de manière très large, avec 4000 foyers coupés. Eh bien, on s'est rendu compte qu'on avait un grand nombre de nos process qui ont été mis à mal parce qu'on n'avait jamais imaginé une coupure de 20 heures à une échelle aussi grande. Et où toutes nos hypothèses de report ne marchaient pas parce que finalement, tout le monde était dans le noir. Bon, et donc, c'est vraiment cette solution-là. Mais par contre, moi, ce que je trouve, ce qui me rassure, c'est moi que je reprends mes lunettes roses, qui sont ça que je suis lunettes rouges, c'est que je suis optimiste de nature, c'est que moi, je suis quand même étonné de voir comment la culture a évolué dans nos collectivités, puisque moins d'une semaine après, on pouvait avoir en réunion de direction générale, les principaux directeurs impactés qui ont fait un retour sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 heures, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quelles sont les conséquences indésirables qui sont survenues et qui ont été capables également de nous donner des pistes d'amélioration pour dire si jamais on veut être mieux organisé, il faut qu'on pense à avoir un marché à bon de commande pour avoir des camions frigorifiques, qu'on puisse déployer là où il y a besoin pour vider nos chambres froides quand on sait que la panne va aller au-delà de la durée Voilà, c'est des choses très pratiques. Comment est-ce que dans nos sites, je vous parle avec quelques sites sociaux, quand on se rend compte que la maison de l'enfance qui accueille plus de 100 enfants qui sont là, a été coupé de courant et donc que les nurseries étaient plus climatisées, qu'on ne pouvait plus chauffer les biberons, que le contrôle d'accès était désactivé, donc avec des risques aussi bien d'intrusion que de fugue, dire aujourd'hui comment est-ce qu'on le prend en compte et comment est-ce qu'on réfléchit la manière dont on vient secourir les réseaux électriques de manière à rendre possible que les services minimaux qu'on doit attendre, que les jeunes qui nous sont confiés peuvent attendre du service public soient mis en œuvre. Et je pense que cette culture-là, elle se développe et je pense que je nous encourage tous à ce qu'on aille encore plus loin, parce que c'est bien en acceptant l'erreur et en acceptant de le regarder en face pour trouver des solutions qu'on sera meilleur collectivement. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Alors, oui, mais je vais répondre à votre question. Non, aux jeunes administrateurs, prenez des risques. Non, mais je le dis parce que finalement, les politiques, nous, on a envie de faire... pas tous les politiques, mais les politiques ont envie de faire bouger. Dans un sens ou dans un autre, c'est pas ça qui c'est pas mon débat là. Et moi, je reste persuadé que si on veut faire bouger notre société, le niveau collectivité territoriale est celui qui, je pense, est en capacité de le faire bouger le plus vite possible. C'est-à-dire quand j'ai une loi, le temps qu'elle me descende, voilà, j'attends les décrets, et j'attends toujours beaucoup de décrets, hein, donc voilà. Non, mais c'est ça la réalité. Alors, par exemple, moi, j'ai anticipé une loi. Je me suis dit, est-ce que je vais passer le contrôle de légalité? Parce qu'il n'y a toujours pas les décrets. Hein.
Bon, ça passait le contrôle de l'égalité. Voilà. Alors qu'on pouvait me dire, bah non, attention, c'est ce qu'on m'a dit, hein, la direction juridique qui fait parfaitement bien son travail me dit, attention, les décrets ne sont pas passés, donc on peut pas le faire, on peut pas faire voter ça en conseil municipal. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre donc des risques et prendre des risques mesurés. Ça, c'est quand même le premier point qui est pour moi important. Sinon, ça sera un peu, je reviens sur ce qui a été dit, la faillite du service public, hein, de ne pas prendre de risques. Et le système qui va se mettre en place, c'est pour ça que je vous ai posé la question, hein, le système qui va se mettre en place est à mon avis, un système qui va favoriser de ne rien faire. De ne rien faire. Ça va être un peu comme l'IA. Pour moi, l'IA, c'est la pensée unique qui est en train de se mettre en place. Hein. C'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Alors j'ai regardé, puisque j'ai regardé ChatGPT sur mon nom, donc voilà, j'ai regardé que finalement c'est extrêmement intéressant. Faites-le, hein, vous allez voir, c'est très intéressant. Et après, vous pouvez comprendre comment on peut détourner tout ça. Donc voilà, donc premier point, c'est ça. Le deuxième point, ça vous l'avez dit, n'ayez pas peur de faire des erreurs. En France, on a toujours peur de faire l'erreur. Et donc, c'est un sentiment d'immobilisme plutôt que de dire, finalement, j'avance et je fais une erreur. Moi, j'ai eu la chance de travailler à Bruxelles et j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise multinationale. Quand vous travaillez avec des anglo-saxons, bah, je veux dire, ils avancent. Puis après, bah, c'est loupé, mais ça ne fait rien parce que ça permet de rebondir. Et donc, c'est le deuxième message. L'erreur n'est pas tragique. Au contraire, elle est une source d'apprentissage importante. Et troisième point, écoutez toujours votre politique. Sur ces mots, il nous reste à vous remercier sincèrement pour votre présence.